Bienvenue, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Santé Mag consacré à l'entretien. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission à travers laquelle nous continuons de profiter de ce mois d'octobre, Octobre Rose, pour rappeler l'importance de la prévention du cancer du sein particulièrement et de tout cancer d'une manière plus générale. La société civile a un rôle très important, un rôle indéniable justement dans cette mission de prévention. Et j'ai le grand plaisir ce soir de recevoir une représentante d'une association qui est considérée juste comme un pilier dans la lutte anti-cancer en Algérie. J'ai le grand plaisir de recevoir Madame Hamida Kteb. Bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle que vous êtes secrétaire générale de l'association MLCPMC. Vous n'êtes plus à présenter vos actions multiples en faveur d'une meilleure prise en charge des malades confrontés au cancer vous définissent aujourd'hui. Avant de revenir peut-être sur les initiatives justement et les actions multiples que vous avez entreprises en ce mois d'octobre, on est pratiquement à la fin. J'aimerais vous poser une question qui peut paraître peut-être un peu personnelle. Ça fait 25 ans aujourd'hui, un peu plus que 25 ans, depuis que vous menez ce combat de prévention, mais aussi de sensibilisation pour le cancer. Comment vous vous êtes retrouvé sur ce chemin qui est devenu aujourd'hui une vocation ? Alors, c'était exactement en 97. En fait, moi, j'ai rejoint l'association 3 ans après la création, parce qu'elle a été créée en 94. Moi, j'ai rejoint l'équipe en 97. C'était suite à une visite que j'ai rendue à la petite Fatiha, qui avait un cancer, une tumeur cérébrale. Elle est décédée après, Rabbi yarhamha et tout. Bon, je l'ai accompagnée pendant quand même 6 mois. Après, il y a sa maman qui m'avait parlé justement de cette association. Je me suis rapprochée de l'association et j'ai adhéré. J'ai adhéré à l'association et puis après, j'ai adhéré pleinement parce que j'ai épousé après le président de l'association. Et depuis, voilà, ça fait quand même 23 ans que je suis à l'association. Je suis à temps plein maintenant, je suis à l'association. Vous savez, c'est un engagement quand on est là avec les patients, on les accompagne. Ça devient après notre vie, quoi. Oui. On peut vraiment pas se retirer, on peut pas voir autre chose. Absolument. Quand on entend aujourd'hui, en tout cas, Hamida Kteb, on pense automatiquement à la lutte anti-cancer. Alors, je le disais un peu en préambule de cette émission, lorsque octobre se teinte de rose, c'est justement pour nous rappeler l'importance de la prévention qui reste le maillon, on va dire le maillon essentiel de lutte contre le cancer du sein, qui est le premier cancer aujourd'hui malheureusement sur le triste podium des cancers chez nous. Vous avez entrepris cette année encore, parce que vous le faites chaque année, plusieurs actions et plusieurs initiatives, notamment une caravane à Béchar, c'est Oui. ça. Pendant 10 jours, vous étiez sur place. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Quelle évaluation faites-vous aujourd'hui de cette initiative ? Ok, alors comme vous l'avez bien dit, c'est un travail qu'on fait vraiment tout le long de l'année. Et puis Octobre Rose, qui est le mois mondial de lutte contre le cancer du sein, c'est une station justement pour rappeler sur l'intérêt du dépistage du cancer du sein. Alors la caravane justement a fait une escale justement à Béchar pendant le mois d'octobre. Nous avons passé exactement 10 jours à Béchar pour donner accès aux femmes qui habitent dans toutes les communes de Béchar, à savoir Kerzaz d'ailleurs, qui est à 400 km de Béchar, Beni Abbès qui est à 250 km et tout. Alors pour donner accès à ces femmes justement à faire ce dépistage. Et puis grâce à l'unité mobile, l'unité mobile de dépistage du cancer du sein et à l'équipe médicale, qui s'est déplacé avec nous, à savoir les chirurgiens, les scénologues et aussi les radiologues. Alors c'était une très très belle expérience. En fait, c'était encore une occasion pour dire qu'aujourd'hui la femme algérienne a atteint vraiment un niveau de conscience très important parce que vous anticipez, j'allais vous dire, comment est-ce qu'il y a eu une adhésion de la part des femmes justement très sur forte place ? adhésion même. Oui. D'ailleurs, nous avons reçu un nombre très important de femmes, de demandes qui voulaient vraiment faire le dépistage. D'ailleurs, on n'a pas pu satisfaire tout le monde, malheureusement. On a vraiment essayé de travailler depuis... alors, on travaillait vraiment toute la journée, de 7h à 7h, vraiment 12 heures, pour essayer de faire le maximum et tout. Bon, on a fait le maximum. Quand même, on a dépisté plus de 400 femmes pendant les 10 jours. C'était extraordinaire. Alors, il y a fait une forte demande. Il y avait vraiment... Les femmes étaient là, elles étaient convaincues, elles savaient réellement. Il y avait vraiment une prise de conscience importante chez nos femmes aujourd'hui. Elles étaient là, elles savaient
que c'était le seul moyen justement pour lutter contre le cancer du sein et Oui. pour ne pas l'avoir, quoi. Et justement, alors vous dites qu'il y a eu qu'à 400 quand même dépistages. Tout à fait. Il est exceptionnel hein, aujourd'hui de traiter des cancers dépistés chez nous. Est-ce que vous avez réussi, c'est-à-dire au cours de ces dépistages, à trouver peut-être des cas de cancer? Oui, à Béchar, Oui. exactement. Oui, à Béchar, déjà, on est revenu avec déjà 7 cas positifs. 7 cancers, 7 cas positifs. Au fait, quand on fait, par exemple, ce genre de campagne de dépistage, en fait, le point est positif. C'est que même quand on va trouver, par exemple, des cas, c'est vraiment des cas précoces. Oui. Généralement, C'est l'avantage. voilà, c'est l'avantage et l'intérêt Absolument. du diagnostic précoce ou du dépistage, parce que, au fait, c'est ce qu'on appelle, on découvre généralement, c'est ce qu'on appelle les cancers in situ. Maintenant, c'est vraiment les débuts de ce cancer. Absolument. Et puis, vous savez, après le traitement, il est très facile. J'allais dire, à plus de 80% des cas, on fait ce qu'on appelle une tumorectomie. Maintenant, on peut préserver le sein oui. et on enlève juste la tumeur. Et ça, c'est ce qu'on appelle les traitements conservateurs. Et c'est vraiment extraordinaire parce qu'on peut éviter même à plus de 80% tous les traitements lourds à la fin, à savoir et surtout le traitement médical, la chimiothérapie. Absolument, hein. C'est tout l'intérêt justement du dépistage, Exactement. du diagnostic précoce. Il y a aussi cette course féminine que vous organisez chaque année, ça sera pour demain. Ça va être demain, Voilà, oui, le marathon oui. qui vise aussi à sensibiliser à Tout à l'activité fait. physique, hein, qui est aujourd'hui très importante dans la lutte Exactement, contre c'est le l'un des cancer. facteurs protecteurs importants. D'ailleurs, dans la prévention de plusieurs cancers, de plusieurs pathologies cancéreuses, mais surtout, entre autres et surtout, le cancer du sein. D'ailleurs, c'est pour ça que demain, nous allons organiser la 7e édition de la course féminine contre le cancer du sein. Et ça va se passer au niveau du 5 juillet, comme d'habitude, à 8h30. Oui, alors nous avons un grand retard hein, dans le dépistage, malheureusement, dans la prévention hein, d'une manière générale. Les cancers qui tuent chez nous sont des cancers évitables. Hein. On va parler particulièrement du cancer du sein, le colorectal, le cancer du poumon aussi. Comment vous évaluez cela, Madame Kitam? Vous aujourd'hui, ça fait 25 ans quand même que vous êtes dans le domaine. Est-ce que c'est un échec de la prévention, d'autant plus qu'on parle d'un taux de mortalité quand même qui est très important chez nous? On parle de 50% à peu près de mortalité dans les cancers. Au fait, un échec, non. Mais quand même, on a fait beaucoup de retard sur cet axe, au fait, sur tout ce qui est prévention et tout. Parce qu'on vous l'avait bien dit, par exemple, bon, quand on parle du sein, quand même, il y a un dépistage. On peut faire pour au moins le diagnostiquer précocement, parce qu'on ne peut pas éviter la survenue d'un cancer du sein. Par contre, par exemple, pour tout ce qui est du cancer colorectal, le cancer de la prostate, le cancer du col, par exemple, c'est des cancers qu'on peut éviter par excellence. On peut carrément éviter leur survenue. Alors, on a fait quand même un retard, mais dans le cadre du plan cancer, nous avons quand même avancé, beaucoup même avancé, surtout pour le cancer du sein, le cancer du colorectal. Il y a aussi, au fait, le problème majeur, c'est le problème de la communication, de l'information. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quoi faire exactement, par exemple, surtout quand on parle du cancer du sein. Maintenant, cette année, on parle de plus de 15 000 nouveaux cas. Et malheureusement, oui, c'est plus de 4 000 décès par an. C'est pratiquement la moyenne de 13 femmes qui décèdent par jour d'un cancer du sein. Parce que la plupart arrivent à des stades avancés. On se pose la question, pourquoi? Parce qu'au fait, il y a toujours cette peur qui est installée. Il y a toujours cette malinformation. Les femmes ne sont pas bien informées, elles ne savent pas quoi faire. Des fois, elles banalisent les choses. Des fois, elles demandent conseil à des gens qui ne sont pas censés réellement l'orienter vraiment. Ou là, Ce ne sont pas les bonnes personnes. Les bonnes personnes n'ont pas la bonne information et elle n'est pas conseillée par les bonnes personnes. C'est par rapport à ça, mais quand même, on a fait vraiment des pas géants par rapport. Je vais vous donner l'exemple du CPMC, qui est le Centre national anti-cancer. C'est un centre de référence quand même. Par exemple, le centre de scénologie, qui est le premier centre du cancer du sein en Algérie. Par exemple, il y a 5 ans, la plupart des cas qui arrivaient, ils arrivaient à des stades vraiment tardifs. Par exemple, la tumeur dépassait les 4-5 cm. On était obligé de faire des mastectomies totales, chimio, radiothérapie, hormonothérapie. Mais là, l'année passée, ils ont enregistré plus de 68% des cas qui arrivaient à des stades précoces, où la tumeur était à moins de 2 cm. Ça, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça a donné vraiment... Vous avez parlé alors de problèmes de communication ou de problèmes d'information.
l'information, les gens sont mal informés ou mal orientés, justement. Est-ce que ça ne peut pas aussi être un problème d'ordre socio-économique, j'ai envie de dire? Parce que oui, aujourd'hui, on parle de centres de référence, mais on n'a pas vraiment de centre de dépistage. Les gens font souvent, par exemple pour la mammographie, les femmes le font le plus souvent, pour ne pas dire qu'à 100%, elles le font dans des infrastructures privées et ce n'est pas accessible à tous. Ah oui, tout à fait. En fait, pour ce qui est du dépistage, on n'a pas encore, sur le territoire national, on n'a pas encore de centre de dépistage. En fait, il y a un seul centre. C'était une expérience pilote au niveau de Biskra. À Biskra, c'est le seul centre de dépistage qui est fonctionnel. Bon, on voulait le dupliquer, ça va venir, mais ça va être dans le moyen et le long terme. Mais actuellement, on n'a pas de centre de dépistage. Maintenant, c'est des centres qui sont dédiés pour le dépistage. Actuellement, les centres qui existent, c'est des centres de traitement. Maintenant, la priorité, elle est pour la femme qui est déjà atteinte. Même pour cette femme mesquine qui est déjà atteinte et qui a un cancer, ou chez laquelle on suspecte un cancer, et c'est pas évident pour la prise en charge. Elle n'a pas accès. Vraiment, elle n'a pas accès. Non, on a un problème d'accès aux soins. On y revient, hein, Madame Kiteb. J'ai envie juste de vous poser une question, parce qu'aujourd'hui, alors avant vous vous appeliez l'association LML, aujourd'hui vous vous appelez LML CPMC. Alors on voudrait juste comprendre peut-être la collaboration qu'il y a entre vous et le centre Pierre et Marie Curie. Ça consiste en quoi au juste? En fait, nous sommes une association du CPMC, parce que c'est une association qui est domiciliée, qui a été créée au CPMC par les employés du CPMC dès le départ, en 94 exactement. Et comme le CPMC c'est un centre national, c'est pour ça qu'on active sur le territoire national. C'est pour ça que nous sommes une association CPMC. Voilà. Oui. Alors, vous insistez sur l'information dans vos différentes interventions. Vous pensez que nous sommes... On vient de le dire, d'ailleurs, nous ne sommes pas suffisamment informés. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire là-dessus? Est-ce que vous pensez que les médias, par exemple, devraient s'impliquer plus? Comment peut-on régler ce problème d'information? En fait, bien sûr, tout le monde est concerné, tout le monde a une responsabilité, justement. Par exemple, les professionnels de la santé, la société civile, les autorités, vous aussi, la presse. Vous avez, en fait, chacun de nous a vraiment un rôle très important à jouer pour justement casser les tabous, pour véhiculer surtout. En fait, c'est ça le plus important, pour véhiculer la bonne information. L'information fiable, ça aussi c'est important parce que, vous savez, des fois, par exemple, pendant ces événements, comme par exemple le mois d'octobre qui est le mois mondial de lutte contre le cancer du sein, c'est tout le monde qui donne des informations, c'est tout le monde qui communique autour du cancer du sein, mais des fois on donne des fausses informations. Par exemple, dire par exemple en Algérie, conseiller aux femmes de commencer la mammographie à partir de 55 ans. Non, en Algérie c'est à 40 ans. Par exemple en Europe c'est 55 ans. Au contraire, on a des cas de plus en plus jeunes. De plus en plus, mais chez nous c'est 40 ans. Et pas uniquement pour le cancer du sein, on le voit aussi même dans d'autres cancers. Oui, pour la prostate par exemple, pour le colorectal, exactement. Alors surtout, bien informer, bien communiquer, mais surtout donner la bonne information et l'information fiable. Ça aussi, c'est important. Oui. Alors là, ça a été un peu le volet prévention, hein, parce que vous travaillez beaucoup sur la prévention, mais vous accompagnez également les personnes durant leur parcours, j'ai envie de dire, de soins. Quels sont aujourd'hui les vrais ou les plus gros problèmes de lutte anti-cancer, hein? Beaucoup a été fait, vous le disiez tout à l'heure, dans le cadre du plan cancer. Oui. On parle même des moyens qui ont été triplés grâce à ce plan cancer, mais aujourd'hui, il y a encore des points noirs qui persistent. Par exemple, il y a le professeur Bouzid qui parlait récemment dans la presse de la radiothérapie particulièrement. Aujourd'hui, les rendez-vous sont pour juin 2022, ce qui est juste terrible. Alors qu'on sait que le facteur temps est très important. Voilà. C'est août 2022, voilà. Malheureusement. Alors que le facteur temps est très important dans cette maladie. Exactement. En fait, malheureusement, la radiothérapie, c'est toujours le maillon faible et le point noir de la prise en charge. Voilà, de la prise en charge des patients atteints de cancer globalement, et aussi la femme atteinte de cancer du sein. C'est toujours pas accessible, on n'arrive pas à avoir des rendez-vous dans les temps. Et vous l'avez bien dit, le facteur temps est très important dans le cancer. C'est important parce que au bout de quelques mois, des fois de quelques jours, ça change tout. Et puis, par exemple, je vous donne l'exemple du cancer du sein. Par exemple, une femme qui est atteinte d'un cancer du sein, parce qu'on fait toutes ces campagnes de sensibilisation pour dire, voilà, il faut venir dans des cas précoces, il faut s'inquiéter et tout. Mais quand elle vient, par exemple, avec une tumeur à moins de 2 cm, là où on peut faire un traitement conservateur, maintenant on peut lui préserver le sein et faire juste une tumorectomie, il y a une condition qu'elle doit subir une radiothérapie juste après. Mais faute de radiothérapie, parce qu'elle n'a pas accès à la radiothérapie, on est obligé de faire des mastectomies totales. Vous imaginez un peu, on va pénaliser cette femme
vraiment à tort, parce qu'elle n'a pas accès à une radiothérapie. On est obligé de lui faire une mastectomie totale et subir la chimio-radiothérapie, hormonothérapie, etc. Alors, vous savez, il y a quelques années, exactement en 2012, on a posé le problème. On avait toujours ce problème de radiothérapie, mais il y avait sur le territoire national 7 accélérateurs de radiothérapie, ce qu'on appelle les accélérateurs linéaires. Il y avait 7 seulement sur le territoire national. Aujourd'hui, on a 50 accélérateurs linéaires. Un peu plus, hein, avec ceux qui sont dans le privé. Absolument, on est à peu près à 60. Voilà, privé-public, on est à 50 accélérateurs linéaires. Vous imaginez, c'est pas rien d'avoir. C'est pas énorme. Bien sûr, c'est pas n'importe quel pays qui peut avoir 50 accélérateurs. C'est énorme. Oui. Mais ça reflète que plutôt le problème aujourd'hui, c'est un problème d'ordre organisationnel, justement. Voilà. Oui. Parce que c'est pas normal avec 50 et on n'a pas accès. Oui. Il y a maintenant, on avait 3 CAC, maintenant on a 15 CAC. Dans les 15 CAC, par exemple, je vous donne l'exemple du CAC d'Adrar, il y a 3 accélérateurs linéaires comme le CPMC à Béchar. Il y a 3 à Loued, à Eloued, à Wergla, en fait un peu partout. Même dans l'Est, nous avons à Batna, à Neba, à Sétif, à Constantine. En fait, il y a plein de centres de radiothérapie. Il était question justement de créer une espèce de réseau national pour les rendez-vous de radiothérapie, qui incluait d'ailleurs même les 10 réacteurs qui existent dans le privé. Mais aujourd'hui, cette initiative ne voit pas le jour. Oui, elle ne voit pas le jour tout simplement parce que, en fait, les centres qui étaient censés réceptionner ces patientes, ce qu'on appelle les centres récepteurs, ne sont pas, généralement, ils ne sont pas fonctionnels. Par exemple, le centre d'Adrar qui n'est pas fonctionnel, celui de Sidi Blabès qui est saturé, Sétif qui était en panne et là, il vient de reprendre, mais ils sont saturés, à Neba, Betna et tout. En fait, tous ces centres qui étaient censés réceptionner justement les femmes, par exemple, qui étaient orientées d'Alger ou de Blida, ou là vraiment les régions saturées, ils ne pouvaient pas les prendre en charge. Et puis parce que tout simplement, je vous ai dit, parce qu'ils ne sont pas fonctionnels, c'est pour ça qu'on n'a pas réellement pu activer cette plateforme. Il y a effectivement un problème de coordination aussi entre les différents CAC. En fait, le problème qui se pose pour la radiothérapie, c'est plutôt un problème de maintenance. Parce qu'en fait, tous les appareils qui sont actuellement en panne, là, qui ont un problème, ou là, qui ne fonctionnent pas, c'est un problème de maintenance plutôt. Alors, et pour le problème de la maintenance, c'était plutôt un problème d'argent. Oui. Et puis, il y a eu, en fait, il y a le ministre de la Santé qui a débloqué une somme importante du fonds qu'ils ont relevé du fonds cancer. Et là, ça va servir justement pour régler le problème de la maintenance. Et j'espère que ça va régler le problème de la radiothérapie. Parce que malheureusement, attendre une année, d'où la donner carrément, vous imaginez, il donne carrément aux patients des rendez-vous écrits noir sur blanc, des rendez-vous d'une année, c'est aberrant. Non, c'est terrible ce problème justement de gestion ou de coordination aussi, parce que beaucoup de médecins le relèvent, le problème de coordination entre les différents CAC, qu'on ne peut pas envoyer, par exemple, quand on a une saturation au niveau d'un CAC, un CAC Betna ou CAC Sétif, on ne peut pas l'envoyer ailleurs, parce qu'on ne peut pas savoir s'il y a réellement de la place ou pas, il y a un problème de coordination. Alors justement, quand vous parlez un peu du fonds cancer, ou vous parlez un peu de la coordination, cela nous amène à parler du plan cancer, inévitablement, hein, qui a permis la réalisation justement des CAC, qui a réalisé plusieurs choses ont été créées grâce à ce plan, mais qui reste aujourd'hui dans l'attente d'une évaluation malheureusement, et qui devait d'ailleurs voir une suite, parce que les comités de pilotage qui ont veillé sur plus de 7 ans sur ce travail souhaitent aujourd'hui qu'il y ait une suite, un autre plan cancer justement pour voir plus de résultats sur le terrain, parce qu'aujourd'hui, comme vous venez de le dire, il y a encore des problèmes qui persistent. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous pensez justement? Bien sûr, il y avait un deuxième plan qui était prévu, le plan 2021-2025, qui était déjà prévu, où ils étaient censés faire une évaluation pendant le mois, plutôt pendant l'année 2020, et là, c'était la pandémie. C'est la pandémie qui avait bloqué, mais après, ils n'ont pas repris. En fait, on avait juste commencé à faire des évaluations, par exemple, le comité cancer du sein, le côlon, et puis tout est stagné aujourd'hui. On n'arrive pas même à continuer cette évaluation et à lancer le deuxième plan qui n'est toujours pas prêt. Hein. Oui, il faudrait aussi que ce que vous pouvez regretter, j'imagine, c'est aussi le fonds cancer qui a été restitué justement par le Trésor public. En fait, qui n'est pas encore, c'est pas encore restitué par... oui, ça a été prévu dans la loi de finances en tout cas. Oui, ça
été prévu pour le 30 décembre 2021. Oui, loi de Mais là, finances quand même, 2021, justement. oui. Alors, ils avaient quand même un délai jusqu'au 31 décembre 2021 et Dieu merci, ils ont pris la bonne décision pour justement relever de ce fonds, pour justement essayer de résoudre tous les... Mais il sera quand même restitué ou pas? au fait, ils vont utiliser ce fonds. Il D'accord. sera utilisé. C'est une bonne chose. C'est une excellente chose, même parce que ça va résoudre vraiment les problèmes. D'ailleurs, c'est grâce à ce fonds qu'ils vont régler le problème le problème de la maintenance des appareils de radiothérapie. D'ailleurs, ils ont débloqué la liste des produits innovants pour la chimiothérapie. En fait, ils vont régler pas mal de problèmes grâce à ce fonds. On va y revenir sur la question des traitements innovants. Alors, je vous pose toutes ces questions en fait aujourd'hui parce que on se pose la question sur le rôle justement de la société civile dans tout cela, hein, par rapport à la relance du plan cancer, pour la suite, par rapport au fonds cancer, parce que aujourd'hui on sait que le président de la République a donné de l'importance à la société civile. Est-ce que vous êtes écouté aujourd'hui? Est-ce que vous sentez que vos propositions, que vos griefs sont écoutés au plus haut niveau du pays? Au fait, oui, j'allais dire oui, bien sûr, parce que le président de la République a donné vraiment de l'importance à la société civile. Et nous sommes, et ils nous ont déclaré, nous le sommes, un partenaire réel du ministère de la Santé dans cette lutte contre le cancer. Nous sommes là, on essaye d'apporter le maximum, en fait, de faire le maximum, d'apporter les solutions à tous ces problèmes, d'apporter justement la voix des patients pour parler réellement, de mettre sur la table les vrais problèmes des patients atteints de cancer. Mais des fois, en fait, on n'a pas de retour. Par exemple, on s'est organisé en alliance nationale des patients atteints, des associations de patients atteints de cancer. D'ailleurs, on est actuellement en formation ici à Alger. On est exactement 16 associations de patients atteints de cancer qui travaillent sur le territoire national. On a saisi monsieur le ministre de la Santé plusieurs fois, justement au nom de l'Alliance, pour essayer de le rencontrer, pour un peu lui donner l'état des lieux de la prise en charge des patients atteints de cancer, pour essayer de lui exposer certains problèmes et lui proposer surtout certaines solutions. Mais depuis, ça fait quand même là une année presque, mais on n'a pas reçu encore de retour. De réponse, oui. On n'a pas encore reçu de retour. Et ça, c'est désolant. C'est désolant, exactement. Absolument. Alors beaucoup de centres privés ont ouvert chez nous aussi. On a parlé de ce qui a été fait grâce au plan cancer, mais il y a aussi de l'autre côté des centres privés qui ont ouvert, même si ça reste inaccessible. Alors est-ce que vous pensez que le privé peut être un partenaire justement dans cette lutte anti-cancer, ou au contraire, ça va augmenter les disparités entre les différents malades, c'est-à-dire... Non, bien sûr que c'est un acteur justement, même le privé, parce qu'il est là, parce qu'on l'a, au fait, il a été financé par les banques algériennes. Maintenant, il est là justement, il est là, il est agréé par le ministère de la Santé, il est là justement pour renforcer le public, pour pouvoir prendre les patients atteints de cancer dans les temps justement. Mais on n'a pas accès à ces centres privés malheureusement. En fait, c'est juste les gens qui ont les moyens qui ont accès à ces centres. Beaucoup de gens s'endettent aujourd'hui. Moi, j'ai reçu dans cette émission des gens qui se sentent endettés pour pouvoir justement s'offrir des soins. Bien sûr, parce que vous imaginez quand vous avez par exemple un patient, c'est votre femme, votre maman, votre papa ou là, votre enfant qui est malade. Vous êtes vraiment prête à faire n'importe quoi, à s'endetter avant tout ce que vous avez et tout pour pouvoir le traiter. Mais malheureusement, par exemple, pourquoi la CNAS? Parce que aussi le ministère du Travail a une responsabilité dans la prise en charge du cancer. C'est pas seulement le ministère de la Santé. La CNAS a un rôle important à jouer. Pourquoi, par exemple, je vous parle des patients, les insuffisants rénaux. Pourquoi ils sont pris en charge par la CNAS? Une prise en charge totale. Il y a le transport, il y a les cures. Et puis quand même, par exemple, la dialyse pour les insuffisants rénaux, c'est à vie. Par exemple, pour les femmes qui sont atteintes d'un cancer du sein, pour le sein, la radiothérapie, par exemple, c'est maximum, ça varie entre 10 et 25 séances. Grâce à certaines entreprises, mais ça reste timide, c'est très timide. Oui, mais c'est juste, il faudra penser à généraliser. Exactement. Absolument. Il faut que chaque patient a le droit. En fait, c'est un droit constitutionnel, j'allais dire. Oui. Exactement. Alors, tout le monde, puisque les insuffisants rénaux ont accès à ça,
Normalement, pourquoi pas les patients atteints de cancer? Je ne vois pas au fait pourquoi cette différence. Oui, faudra justement que peut-être le système de la sécurité sociale soit revu. Alors il y a une véritable crise, hein, vous en parliez tout à l'heure justement sur ces traitements innovants, une véritable crise qui dure depuis près de 2 ans à peu près. Beaucoup de professeurs d'ailleurs, voilà, il y a beaucoup de professeurs qui ont tiré la sonnette d'alarme sur ces traitements innovants qui augmentent l'espérance de vie, hein, c'est ça, et qui sont toujours pas accessibles aujourd'hui. Beaucoup de malades sont pénalisés à cause, Oui. voilà. Alors, c'est des produits... Alors, on avait annoncé, je pense, le 10 octobre hein, pour l'arrivée de ces traitements, mais je pense qu'ils ne sont toujours pas arrivés. Pas encore. En fait, il a annoncé exactement le 4 octobre. Le 4 octobre, le ministre de la Santé a annoncé qu'il y a... En fait, ils ne vont pas ramener tous les produits, mais quand même, il y a déjà une première liste qui devait arriver en ce mois d'octobre. En ce mois d'octobre. En fait, j'espère que ça va venir. En fait, je l'espère pour les patients parce que vraiment, c'est des produits non seulement qui vont améliorer la survie du patient atteint de cancer, mais l'espérance de vie de la personne. Ça, c'est pour les cancers métastasiques mais pour certaines pathologies qui vont changer réellement la réalité de certaines pathologies. Par exemple, on n'avait pas de solution dans certaines pathologies comme par exemple le poumon et tout. Et maintenant, on peut parler carrément de traitement et de guérison. C'est extraordinaire. C'est vraiment une chance, une très grande chance pour nos patients atteints de cancer. Oui. Vous avez parlé aussi des enfants, hein, de la situation. Je vous ai vu plusieurs fois revenir sur ce sujet, justement. Exactement, parce que nous avons passé vraiment... Voilà, les cancers des enfants qui sont un peu aujourd'hui le parent pauvre de cette lutte anti-cancer. Et nous avons vraiment passé une période vraiment très difficile. Les patients atteints, en fait, nos enfants atteints de cancer, d'ailleurs, il y a certains produits qui ne sont toujours pas disponibles, mais quand même, la situation est débloquée. Il y a certains produits qui sont déjà là, qui sont disponibles, alhamdoulilah, mais quand même, ils ont vécu une période très, très difficile, là où il n'y avait pratiquement rien à donner à nos enfants atteints de cancer, et surtout qu'il s'agissait vraiment de chimiothérapie de base, des chimiothérapies qui coûtaient, j'allais dire, juste d'euro, c'était pas, on ne parlait pas des produits innovants, on ne parlait pas de l'innovation, là, des traitements. Mais c'était dû à la crise de la Covid, c'était justifié par quoi, ce problème d'accès au traitement? La Covid, la pandémie a aggravé un peu la situation, mais quand même le problème se posait parce qu'ils ne respectaient pas les prévisions des professeurs, le programme ne se faisait pas dans les temps, les bons de commande techniques, mais ils ne se faisaient pas dans les temps et tout. Oui. Et enfin, après, on a tous ces retards qui sont cumulés, et après c'est le patient ça pénalise, absolument, ça pénalise les patients, et on sait très bien le facteur temps, à quel point il est important dans cette maladie. Tout à fait. Absolument. Alors, on reste sur les thérapies innovantes ou les traitements innovants. L'immunothérapie, un traitement qui a révolutionné les traitements anti-cancer de l'autre côté de la Méditerranée et qui n'est jamais entré en Algérie, malheureusement. Oui, justement, je vous parlais de ça parce qu'il y avait déjà une liste de produits innovants, entre autres l'immunothérapie, qui était bloquée. Donc, ça fait 4 ans exactement. Une liste je pense, de 33 produits qui étaient déjà enregistrés, validés et tout par le ministère de la Santé, mais qui n'a pas vu le jour. D'ailleurs, il y a quelques produits de cette liste, Inch'Allah, qui va arriver incessamment, d'ailleurs qui a été débloqué grâce au fonds cancer d'ailleurs, et j'espère que nos patients vont avoir accès vont bénéficier de ces traitements, et j'espère qu'ils vont aussi ramener toutes les molécules nécessaires, parce que priver les patients atteints de cancer des chances comme ça, par exemple, de se faire traiter avec des traitements qui sont maintenant accessibles, qui sont disponibles. En fait, je vous ai dit que ça change un peu toute la réalité et la prise en charge et l'espoir imaginer de se faire traiter. On parle même grâce à l'immunothérapie, on peut parler maintenant de guérison dans certaines pathologies, là où on n'avait aucune solution auparavant. Ça a changé complètement le pronostic vital de ces gens. Alors on le disait tout à l'heure, en 7 ans, les moyens de lutte contre le cancer ont triplé, avec plus de 50 réacteurs de radiothérapie, avec beaucoup de moyens qui ont été réalisés grâce à ce plan cancer. Toutefois, aujourd'hui quand même, on voit un peu les professionnels, la société civile, les malades qui sont quand même pas satisfaits de la qualité des soins. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Alors on a parlé de planification. En fait, parce que tout simplement, ces appareils ne sont pas rentabilisés. Tous ces moyens que l'État a mis à disposition ne sont pas rentabilisés. La plupart ne sont pas fonctionnels. Plutôt, parce que je parle de femmes de cancer du sein et tout, mais les patients n'ont pas accès. C'est pour ça. En fait, c'est un problème d'organisation. C'est un problème d'organisation et de gestion actuellement. Parce qu'il y a
quelques années, on parlait de moyens. Là, les moyens sont là. Oui. Ils sont existants, ils sont disponibles. On parlait d'accélérateurs maintenant. On a l'impression que c'est un peu l'histoire de la réforme de la santé. Alors, on parlait de la réforme de la santé, on a refait la faïence, on a refait les hôpitaux, mais on n'a pas refait l'essentiel. Est-ce qu'on est retombé un peu dans le même piège? Oui, voilà, on revient toujours au problème Oui. de la gestion. Parce que c'est un problème de la gestion. Il faut mettre vraiment en place des Est-ce gestionnaires. qu'il faut penser par exemple à mettre en place une réflexion nationale autour de tout cela, de la prise en charge justement des cancéreux? En fait, ça fait des années qu'on parle de réflexion, qu'on parle de réforme, qu'on parle d'assises, Oui. qu'on parle... Il y a des Maintenant, assises qui sont annoncées oui, justement. Oui, mais ça fait des années qu'on parle de ça. Je pense qu'aujourd'hui, vu le facteur temps qui est important, il faut agir, il faut passer à l'action, il faut régler les choses. Les solutions sont là et c'est pratiquement pour certaines choses, c'est évident même. On a les appareils, on a les moyens aujourd'hui. Ce n'est plus un problème de moyens. On a les spécialistes. Il y a quelques années, on n'avait pas de radiothérapeute. Maintenant, on a beaucoup de radiothérapeutes, de radiologues, de chirurgiens. En fait, on a tout ce qu'il faut. C'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un problème de gestion et un problème d'organisation. Il faut un peu organiser les Il faut choses. commencer par où aujourd'hui, madame? Au fait, la prise en charge des patients atteints de cancer, c'est un tout, du diagnostic jusqu'à l'accompagnement après cancer. On peut pas, si vous voulez, prioriser Une étape. à la parce que déjà dans le diagnostic, on doit tout mettre à la disposition des patients atteints de cancer pour faire un diagnostic, j'allais dire juste et correct et tout, pour pouvoir le prendre en charge. Et puis pour les traitements, il faut mettre à la disposition des patients tous les traitements nécessaires et aussi l'accompagnement, parce qu'attention, on a un problème monstre de tout ce qui est accompagnement en termes de soins palliatifs et l'accompagnement en fin de vie. Malheureusement, on n'a rien, on n'a aucun centre de soins palliatifs. centre sur le territoire national de soins palliatifs. Vous imaginez un patient qui ne relève ni à la chimio, ni à la radiothérapie, ni à la chimiothérapie. On lui demande de rentrer chez lui et on demande à sa famille de le prendre en charge. Et c'est là qu'il devient vraiment un patient très lourd. Il a besoin de bien manger, il a besoin de couches, il a besoin d'oxygène, il a besoin d'antidouleurs. En fait, il a besoin d'une prise en charge très très lourde. Et là, on donne toute cette responsabilité. C'est un aspect qui est quand même négligé malheureusement chez nous dans la prise en charge. Voilà, la prise en charge en fin de vie, c'est vraiment une catastrophe. Aucun centre de soins palliatifs, et ça, c'est pas normal. Oui. Quand on parle de cancer, quand on parle de cette pathologie, quand on parle de plan cancer, d'avancée et tout, et on n'a pas, même pas un centre, il y en a dans le centre, il y en a sur le Grand Alger, de soins palliatifs, c'est vraiment pas normal. Oui. Est-ce que c'est prévu au moins? Dans le plan cancer, oui. Oui. Alors, vous avez parlé bien sûr des soins palliatifs qui sont un aspect justement négligé dans cette prise en charge. Il y a un autre aspect aussi peut-être qui n'est pas complètement négligé, mais qui reste quand même très timide dans la prise en charge, qui est l'aspect psychologique, qui est très important. Aujourd'hui, on parle à peu près de 25% de l'ensemble des malades qui font des dépressions lorsqu'ils font un cancer. C'est essentiel dans la prise en charge, l'aspect oncopsychologique. C'est très essentiel et c'est très important. Et ça représente même 50% de la guérison. Déjà, quand on est bien, moralement, on est bien, on accepte bien sa maladie et tout, déjà, on est un peu préparé, on est bien préparé à recevoir les traitements et tout, et on est prédisposé. On comprend mieux notre maladie déjà. Tout à fait. Surtout pour certaines pathologies, là où il y a comme par exemple le cancer du sein, parce qu'il y a une mastectomie, il y a l'acceptation en fait de ce changement. S'accepter, surtout, par exemple, parler du sein, c'est pas n'importe quel organe et tout, c'est quand même un peu un organe spécial pour la femme et tout. Alors c'est une prise en charge, pas seulement ça, mais je vous dis, entre autres, Yanni, mais pratiquement pour tous les cancers, la prise en charge psychologique, elle est importante, elle est primordiale même, et ça représente à plus de 50% de la guérison. Oui, au niveau de votre association, il y a justement des thérapies de groupe. Oui, tout à fait, nous avons ouvert, ça fait depuis février passé, en fait c'est un premier centre, c'est vraiment une première expérience. Nous avons ouvert un centre de bien-être et d'accompagnement des patientes, justement des femmes atteintes de cancer du sein, parce qu'on a vu ce qu'on a constaté sur le terrain, malheureusement, la femme, une fois opérée, elle est livrée à elle-même. Elle est livrée. Une fois opérée, on lui donne son dossier médical, on lui donne des rendez-vous, on lui demande de se rapprocher du service d'oncologie pour avoir un rendez-vous de chimiothérapie, la radiothérapie aussi pour avoir un rendez-vous de radiothérapie. Mais sinon, il n'y a aucun accompagnement, il n'y a aucun service où là, une personne qui l'accompagne. C'est pour ça d'ailleurs, nous avons pensé à ce centre pour un peu accompagner cette femme après la chirurgie, parce que vous savez,
il y a une éducation thérapeutique, c'est très important quand on fait par exemple l'ablation et surtout quand on fait par exemple quand on subit le curage axillaire, il y a vraiment une éducation thérapeutique. On doit suivre cette femme justement, on doit l'accompagner pour l'accès à la chimiothérapie, au traitement médical globalement, chimio, traitement ciblé, hormonothérapie. Ça c'est important pour qu'elle accepte, pour qu'elle suive bien, pour qu'elle supporte. En fait, on essaye, on a mis à sa disposition un espace pour le sport, pour pratiquer l'activité physique, parce que c'est important, ça aide un peu à déstresser, c'est considéré même comme un antidouleur et tout. Nous avons prévu un espace pour tout ce qui est thérapie de groupe et tout. Elle aura l'occasion justement de rencontrer les autres patientes pour en parler ensemble et tout, surtout quand il y a par exemple des patientes qui ont déjà dépassé en fait toutes les étapes de traitement comme la chimio-radiothérapie. En fait, elles voient un peu son futur et elle est rassurée parce que il y a d'autres femmes qui ça c'est un point très important justement c'est la particularité un peu de la maladie cancéreuse parce que quand on parle d'accompagnement psychologique il est un peu particulier dans cette maladie parce que même après un cancer on reste un peu suspendu à une décision parce qu'on a peur de récidiver, on a peur, donc c'est pour ça que c'est aussi important pour d'être accompagné. La réinsertion sociale c'est important, important. En fait l'accompagnement il est très important depuis le diagnostic même pour les familles d'ailleurs des malades, on parle d'accompagnement aussi, même pour les aidants. Exactement, pour l'entourage, c'est important. C'est très important même. Oui, ceci dit, beaucoup reste à faire dans ce domaine aussi. Malheureusement, là, on parle des soins palliatifs. C'est considéré comme des extras, comme un luxe et tout. Oui. Mais vous savez... Alors que ça reste indispensable. Exactement. L'éducation thérapeutique, l'éducation nutritionnelle aussi après un cancer. Après un cancer et pendant une chimiothérapie. Le sport, l'oncoesthétique qui est considéré aussi comme quelque chose d'extra ou là, quelque chose de c'est comme la reconstruction mammaire aussi. Certaines femmes, on leur dit que c'est quelque chose d'esthétique. Voilà, d'esthétique. Ce n'est pas de l'esthétique. C'est vraiment un traitement. Parce que reconstruire le sein, c'est déjà, vous imaginez un peu, c'est la femme qui va se retrouver après son cancer. Elle est là avec ses deux seins, elle n'aura aucun complexe justement pour cette réinsertion sociale à la vie. Oui. Alors, on arrive pratiquement à la fin de cette émission. On conclut, peut-être en rappelant que le travail justement d'information ou le travail que vous faites également, le travail associatif ou de la société civile d'une manière plus générale, ne doit pas être ponctuel, mais toute l'année. Tout, bien sûr. En fait, la sensibilisation, c'est toute l'année. En fait, la mammo, c'est une fois chaque 2 ans. Mais sinon, la sensibilisation et le travail, c'est toute l'année. Et nous, l'association, c'est vraiment un quotidien. C'est ce qu'on fait par rapport au cancer du sein. En fait, la campagne de dépistage, d'ailleurs, elle était... On était, il y a 3 mois, on était à Timimoun et puis à Drar, à Ghardaïa. Et là, on a fait la station pendant le mois d'octobre à Bécha. Et puis, dans quelques jours, nous allons démarrer pour partir à Zazga, plutôt à Zfoun, à Tizi Ouzou, et puis on a Msila, et on a Bdjaïa. En fait, plusieurs stations qui sont prévues pendant toute l'année. On a Janet aussi qui est prévue pendant le mois de décembre, Inch'Allah. En fait, le travail continue, la sensibilisation continue, et c'est... Voilà, il faut... Peut-être pour vous suivre un peu, il faudra dire seulement aux gens qui nous regardent à quel moment ou comment vous suivre, c'est-à-dire sur votre page, on peut savoir à quel moment vous serez, à quel endroit. Au fait, on est sur la page Facebook Association MLC-PMC. Ils peuvent suivre toutes nos actions et nous avons tous les coordonnées et on est au bureau. En fait, nous avons le bureau un maximum qui est de ouvert. Sensibilisation, en fait, voilà. Voilà, ils trouvent vraiment tout sur le site de l'association ou la page Facebook de l'association, Instagram de l'association aussi. C'est toujours MLC-PMC. Ils trouveront toutes les réponses à toutes les questions. Sinon, nos coordonnées, ils peuvent nous contacter et venir chez nous directement. Oui, merci beaucoup, Madame Kitab, d'avoir répondu à mes questions. Merci. Vous êtes très aimable et bravo pour ce que vous faites. Alors c'est un travail continu pour dire un peu à nos téléspectateurs que vous pouvez continuer justement à vous faire dépister toute l'année, pas uniquement le mois d'octobre. Merci de nous avoir prêté attention. Cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous lundi. Au revoir.